fait un petit pari avec quelqu'un du marketing chez nous, puisque donc moi je suis rouennais, je suis très content aujourd'hui d'être à la maison. Et nos collègues, une partie de nos collègues sont à Lille. J'ai parié que vous étiez bien meilleurs à tweeter et que vous étiez capable de tweeter beaucoup plus que les nordistes. Donc je compte sur vous. Et lorsque vous tweetez, je vous demande si vous pouvez, alors bien sûr, dièse NSD17, mais également si vous pouvez faire dièse Vadesecure, voilà, comme ça je pourrais remonter dans mon entreprise avec fierté, puisque les Normands auront tweeté. Blague à part, aujourd'hui on va parler ransomware, malware, phishing, spear phishing. Alors si vous n'êtes pas du tout dans la sécurité de l'email, ça ne va pas du tout vous parler. À la fin de la présentation, je pense que vous allez vous dire « Ah oui, ok, en fait, oui, j'en ai déjà entendu et ok, je comprends un petit peu mieux. » Et l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est que donc, nous, Vadesecure, vous utilisez tous Vadesecure, que ce soit tout notre produit ou une brique de notre produit, puisque Vadesecure sécurise 400 millions de boîtes mail dans le monde, dans 76 pays, et que Vadesecure, notamment, c'est une brique d'anti-spam de tous les fournisseurs d'accès Internet. Donc, si vous avez une box chez vous avec une adresse SFR Orange ou ce que vous voulez, il y a une partie de notre filtre qui est derrière, et surtout, vous l'utilisez quasi tous, puisque ici, je pense qu'il y a beaucoup de devs, et OVH utilise notre filtre également. Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de montrer quelque chose qu'on ne voit très peu habituellement, à savoir la rétrospective, mais vue de chez un éditeur. C'est-à-dire, on laisse ce qui se passe voilà, sur BFM, sur machin, sur truc, et on va vraiment vous montrer ce qui se passe lorsqu'on parle malware, ransomware, qu'est-ce qui se passe réellement. Donc voilà, moi je suis Sébastien Gesse, bon j'en connais un très grand nombre ici, bonjour tout le monde. Je suis évangéliste technique chez Vadesecure. Et du coup, on va se poser une petite question. Posez-vous la question, il y a 8-9 ans, quel type de menaces, de cyberattaques vous pouviez soit recevoir chez vous, sur votre boîte mail, ou soit voilà, une cyberattaque qui pouvait menacer votre entreprise. Posez-vous la question. 8-9 ans, au niveau de l'Internet, ça fait des siècles. Et ben à l'époque, vous receviez des trucs comme ça. Voilà, vous vous rappelez de ça, hein? Je pense que vous êtes pas mal l'avoir eu. Ou à l'époque, on vous proposait en fait des pilules de Viagra, on vous proposait de vous vendre des choses. Et quand on regarde ça, on se dit ouais merde, en fait, c'était assez préhistorique, c'était assez simple de trouver ça à l'époque, les anti-spam, tout ça. Et en fait, c'était pas si vieux que ça, 8-9 ans, puisque faut se dire qu'à l'époque, l'iPhone et du coup les smartphones n'avaient qu'une année d'existence. Donc toutes les problématiques aujourd'hui de consommation vers l'Internet, parce que je rappelle que plus de 60% de la consommation, et je parle réellement de consommation, du mail, justement de la consultation sur Internet se fait sur le mobile. Ça veut dire qu'à l'époque, on n'avait pas de problématique à ce niveau-là, et surtout, les problématiques qu'on a aujourd'hui, à savoir d'avoir des fausses applications mobiles sur les stores contenant du malware, n'existait pas, tout simplement. Donc c'était en fait un cadre, si je puis dire, un peu plus idyllique qu'aujourd'hui. Et surtout, faut se dire qu'à l'époque, à la fin de l'année, Facebook, il y a 8 ans, n'avait que 800 000 membres en France. Donc on était vraiment au balbutiement de ce qu'on va voir aujourd'hui en 2016-2017. Et donc aujourd'hui, on commence à recevoir en fait des emails où la barrière entre l'email marketing et le spam, c'est assez flou. On reçoit des choses de personnes qu'on ne connaît pas. C'est bien écrit. Il y a des informations personnelles dans l'email. Donc c'est plutôt compliqué. Dès lors qu'on ouvre ça, on se dit ok, est-ce que c'est une arnaque? Est-ce que c'est pas une arnaque? Est-ce que c'est réellement quelqu'un derrière un mail qui me contacte? Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'email automation, qui est une partie du marketing automation, où en fait, aujourd'hui, on ne communique plus one-to-one avec quelqu'un, mais on va vous rentrer dans un tunnel de conversion. On va vous envoyer un premier mail on va faire un message avec un texte à trous, on va mettre vos informations personnelles qu'on a sur vous ou sur votre entreprise, et puis on va faire jouer, voilà. Premier email, vous l'avez lu, vous n'avez pas répondu, ok, 3 jours plus tard. Deuxième email, vous l'avez lu, vous n'avez pas répondu, 3 jours plus tard, troisième email, etc. Et en fait, ce qu'on se rend compte, nous en interne, c'est que ça, l'email marketing, en fait, les hackers ont fait exactement la même chose. Puisqu'on se retrouve maintenant en fait avec de la génération automatique de mails. Alors le plus souvent, c'était un petit peu la mode cette année, c'était de vous mettre une bonne petite facture, de cibler le personnel administratif de votre entreprise et d'envoyer quelque chose du type nous venons de vérifier, nous vous avons adressé la facture avec un numéro aléatoire.
Blablabla, en gros, merci de vérifier, merci de nous prier, voilà, de nous dire si c'est bien, voilà, si c'est bien ça. Et c'est une relance, on vous met la facture en pièce jointe. Moi, je peux vous dire que si vous avez votre boîte, vous recevez un email comme ça avec une relance, vous n'allez pas penser cybersécurité, vous allez dire putain, il faut que je paye une facture, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez ouvrir. Sauf que le problème, c'est que dedans, vous avez un malware, il va aller télécharger une pièce malicieuse sur un site distant et il va chiffrer votre disque dur. Et là, c'est terminé. Donc, il faut se dire qu'en fait, en 2009, l'Internet, c'était 1,4 milliard d'utilisateurs ayant une boîte mail. C'était 81%, c'est monstrueux, de spam. Et c'était ce qu'on disait à l'époque, 1,58 million de nouveaux malwares. Donc, comment on faisait, hein? Tout simplement, on prenait un fichier, on lui fait faire en fait un calcul mathématique et ça va nous donner une empreinte. Alors, vous connaissez tous ça, le MD5, le SHA-1, etc. Et en fait, tout simplement, les antivirus de l'époque, encore certains aujourd'hui, mettent ça dans une bibliothèque en fait, d'empreintes et se disent « Ok, je reçois un fichier, je regarde son empreinte, ah, je connais son empreinte, dans mon dictionnaire d'empreintes, je sais que c'est tel malware, hop, je le bloque, quarantaine, etc. » Donc ça, c'était le système très simple. Sauf que depuis, on est passé à 2,6 milliards d'utilisateurs, on a fait plus 85%. Alors, paradoxalement, on a fait moins 27% sur le spam, puisqu'aujourd'hui, on est passé de 80 à 59% de spam sur le volume global d'emails envoyés. Mais par contre, ce qui est vraiment à prendre en compte, c'est ça, en fait. On a fait plus 286% de malware. Et ça, comment on l'explique? On a ce qu'on appelle en fait le malware, un type de malware qui on dit qu'il est polymorphe en fait. Hein. D'ailleurs, c'est même pas un type, c'est que le malware est devenu polymorphe. C'est-à-dire que sur deux fichiers qui ont deux empreintes différentes, le code à l'intérieur est identique. Et ça aujourd'hui, c'est très compliqué pour les antivirus de l'époque ou ceux encore qui sont basés sur justement de la gestion d'empreintes, puisqu'on va vous envoyer en fait des fichiers qui ont des empreintes différentes, qui font la même chose. Vous allez en arrêter une sur un très large nombre. Et en fait, pour le hacker, le spam, en fait, c'est terminé. Maintenant, ils sont vraiment passés sur le malware. Ils ont bien compris que c'était comme ça qu'ils allaient impacter les entreprises. Et on voit en fait que depuis 2007, le volume, il a augmenté entre 30 et 40% par an, avec un large pic en 2014. Sur 2017, donc cette infographie est sortie en début 2017, on tablait sur un forecast, sur une prévision de 7,41 millions de malware. On est à beaucoup plus que ça. Vous allez voir nos chiffres en interne. On est à beaucoup plus que ça. Alors juste une aparté, faut bien se rappeler que ransomware et malware, c'est différent. Le ransomware est une sous-catégorie du malware, d'accord? Et que des malwares, vous en avez de plein de façons. Vous allez avoir le virus qui va détruire tout simplement vos fichiers petit à petit. Vous allez, alors moi mon préféré, l'adware, hein, vous allez sur Internet et vous vous rendez compte que habituellement vous utilisez Google. Je suis sûr que ça, au moins tout le monde, vous l'avez une fois dans votre vie. Vous utilisez habituellement Google, vous connectez le lendemain et puis hop, ma page par défaut c'est Yahoo. Tiens, c'est bizarre. Et en fait, vous allez aller sur Amazon et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'automatiquement, le malware va détecter que vous êtes sur Amazon et à la fin, va ajouter un lien d'affilié. Ce qui fait que quand vous allez acheter sur Amazon, vous aurez eu un cookie d'affilié sans le savoir. Donc c'est $1 inodore. Mais lui, par contre, il va prendre un pourcentage sur chacun de vos achats. C'est ce qu'on appelle adware, advertising, de la pub. D'accord? Et il prend justement, il va vous rediriger vers les sites sur lesquels lui, du coup, a de l'affiliation. Donc bien comprendre ça, parce que cette année, ça a été un petit peu la fête pour le ransomware. BFM, France 2 et compagnie, on le verra après, tout le monde en a parlé. Sauf qu'en fait, le malware, c'est quelque chose qui existe depuis le début, et vous allez voir en fait que le volume de ransomware par rapport au volume global de malware, c'est pas négligeable, mais c'est pas grand-chose, c'est pas la majorité. Également au niveau des menaces, au niveau de l'email, déjà 65% du cyberespionnage est initié par email. Dans 65% des cas, c'est le vecteur d'infection. Et également, nous, on a une stat en interne qui est que 91% des cyberattaques utilisent l'email comme vecteur. D'accord? Et en fait, si on prend la volumétrie par rapport au danger, on voit qu'entre le spam, le scam, le malware, le phishing, spear phishing, ce qui est vraiment le plus dangereux,
Tiens, je vais poser une petite question d'ailleurs après. C'est le phishing et spear phishing. Qui ici sait ce qu'est le spear phishing? Levez la main. Et je suis certain que vous en avez certainement tous déjà vu dans votre entreprise. Donc le spear phishing, c'est quoi? Je vous donne l'exemple bateau et typique qui fonctionne à chaque fois. Prenez une grosse boîte, une boîte qui a au moins plusieurs sièges dans le monde, voire plusieurs sièges dans le monde et éventuellement plusieurs agences en France. Vous scannez toutes les personnes qui bossent dans cette boîte sur les réseaux sociaux et puis hop, un jour, vous avez une nouvelle personne qui vient d'arriver et qui fête « ouais, c'est super, j'ai signé mon CDD ou mon CDI, c'est génial ». Elle vient d'arriver dans la boîte et la personne bosse en fait dans l'administration. En fait, c'est tout simple, vous allez récupérer son email, vous allez récupérer le pattern en fait de l'email, il y a des services pour ça. Puis vous allez commencer, alors vous avez deux possibilités, soit vous vous faites passer pour un supérieur et vous allez commencer à envoyer, il n'y a pas besoin d'une grosse discussion, hein, juste vous posez une première question et dès qu'elle répond, c'est que vous allez dedans, quoi. Elle n'a pas compris que ce n'était pas une personne de l'entreprise et vous allez pouvoir commencer à échanger. Et en fait, l'idée, c'est que petit à petit, vous allez l'aider, vous allez mettre la pression sur cette personne et vous allez sortir soit des informations, soit dans quelque chose que vous avez entendu parler qui s'appelle l'arnaque au président. Vous allez lui passer un petit coup de téléphone, vous allez lui mettre un gros coup de pression. Je peux vous dire que quand vous venez d'arriver, vous avez, on va dire, 20-25 ans, vous venez d'arriver dans une boîte, vous êtes en CDD, il y a quelqu'un qui vous envoie des mails et en plus qui vous appelle et qui vous met un gros coup de pression en disant c'est totalement, c'est quelque chose qui ne doit pas sortir de notre discussion, il faut faire tel virement, telle chose. Il y a des entreprises en France qui se sont fait avoir et ça a coûté des centaines de milliers d'euros. Donc ça, le spear phishing, c'est très compliqué parce que ce n'est pas des envois massifs. Donc vous ne pouvez pas, au niveau de votre spam, vous dire « Ok, dans les 10 dernières millisecondes, j'ai eu 600 mails qui avaient la même tête. » Vous avez un mail, une personne. Et ça, on le verra après, notamment nous, ce qu'on a en interne, si vous n'avez pas de l'intelligence artificielle, vous n'avez pas des outils pour justement analyser ce type de mail, c'est très compliqué pour les bloquer. Quelques stats, 75%, donc ça c'est en 2016, 75% des impacts viennent de pièces jointes dans un email, d'accord ? 46% des attaques sont déclenchées par un utilisateur cliquant sur un lien malveillant, c'est soit une pièce jointe, soit un lien de phishing. Et le coût estimé du ransomware en 2016 aux États-Unis était d'1 milliard de dollars. C'est beaucoup plus depuis, on est aux alentours d'1,5 milliard. Si on reprend en fait cette analyse, en fait, on voit que on a catégorisé ici toutes les menaces qui ont été vues dans des entreprises américaines. En bleu, c'est du coup c'est ce qui a été vu. Donc on voit que dans 80% des entreprises qui ont répondu à ce questionnaire, c'était du phishing qu'ils ont vu. Et en rouge, c'est l'impact ressenti, l'impact significatif suite à cette attaque. Donc ces attaques-là, vous les connaissez. Vous allez avoir le keylogger qui va copier en fait ce que vous allez taper dans les formulaires. Vous allez avoir le déni de service. Vous allez avoir l'escalade de privilèges via une faille. Je réussis à avoir les accès administrateurs sur votre système d'information et je fais ce que je veux. Vous avez l'injection SQL, les devs ici connaissent très bien, etc., etc. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les attaques qui sont les plus vues et les plus significatives sont toutes véhiculées par l'email, à savoir le phishing, le spear phishing, les trojans qui vont aller, alors ce qu'on appelle aussi BEC, Business Email Compromise, on va venir sur votre réseau puis on va chercher des informations sur votre entreprise, et le ransomware et le spyware. Alors en 2016 du coup et 2017, c'était un petit peu, du coup ça a vendu du papier la cybersécurité, c'était très bien pour les éditeurs et c'était très bien pour les médias parce qu'ils en ont fait énormément. Et quasi tous les jours, en fait, vous aviez une faille. Vous aviez, alors, en plus, en 2017 et 2016, ça a été un petit peu, on va dire, un record au niveau des fuites de données. On le verra, mais il y a eu des fuites énormissimes. Je ne parle même pas de Yahoo, mais hormis Yahoo, où il y a eu énormément d'entreprises qui ont eu des fuites de données personnelles. Et du coup, les questions à se poser, c'est, ok, on voit qu'en 8-9 ans, ça a totalement changé, en fait, le mode d'attaque a changé et le mode, on va dire, les outils des attaquants ont totalement changé, mais pourquoi ? Mais en fait, vous avez ce qu'on appelle une faille 0D. Faille 0D, c'est une faille de sécurité qu'un éditeur n'a toujours pas conscience, en fait, n'a pas conscience, notamment Microsoft, et que, bah voilà, des hackers ou des experts en cybersécurité ont
Alors vous avez les bons qui vont vendre de l'audit, qui vont les garder pour eux et qui vont se faire payer qui vont se faire payer au 0D trouvé. Donc en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils scannent votre boîte, ils savent que vous utilisez, notamment je connais très bien quelqu'un qui faisait ça sur les DNS, Bind par exemple, ils avaient une 0D, ils étaient les seuls. Pendant plusieurs années, ils ont vendu des audits du coup au résultat, sauf que ils avaient une 0D, ils savaient de toute façon qu'ils allaient faire des ronds. Donc ça, c'est côté cybersécurité, white hat, on fait de l'argent. Et de l'autre côté black hat, c'est justement, oui, j'ai cette faille, donc je sais de toute façon que je vais rentrer chez vous. Du moment où vous allez cliquer sur la pièce jointe, ça va rentrer. Cette faille 0D, notamment, il y en a une très connue cette année, qui utilisait ce qu'on a appelé les objets OLE Microsoft, qui vous permettait, dès lors que vous cliquez sur votre PDF pensant que c'était une facture, vous permettez d'appeler en fait un fichier Word. Et en appelant ce fichier Word, cette faille des objets OLE, cette escalade de privilèges, vous permettait de télécharger un fichier distant et de chiffrer votre machine. C'était la nouvelle version de Loki en début d'année, du coup, qui utilisait ça. Également de ransomware as a service, puisque les hackers se sont également basés sur ce qui se fait dans le monde du logiciel, software as a service, infrastructure as a service, blablabla. Et en fait, vous pourrez regarder, notamment, je crois que sur YouTube, vous avez la démo de Philadelphia. Vous avez des plateformes comme Philadelphia ou Cerber, sur lesquelles vous allez venir avec des mails. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez payer en fait ces plateformes. Ces plateformes sont rattachées à un réseau de botnets qui vont permettre d'envoyer. Et vous allez pouvoir définir un montant de rançon, etc., etc. Donc en fait, ça, qu'est-ce que ça prouve? C'est qu'avant, très peu de personnes avaient la capacité technique, et je peux même dire la hauteur de vue pour se dire, OK, comment je crée une cyberattaque de grande ampleur, etc., etc. Aujourd'hui, monsieur tout le monde peut le faire. Alors c'est totalement illégal, c'est totalement risqué, etc. Mais globalement, vous avez des outils aujourd'hui qui le permettent. Ce qui est vraiment nouveau, alors ce qui n'est pas nouveau de cette année, mais ça fait pas très longtemps que ça a été mis en place. Et le meilleur du meilleur, vous l'avez entendu, il y a maintenant bientôt 2 ans, vous avez un groupe de hackers très proche de la NSA qui s'appelle The Equation Group, qui s'est fait dérober du code source par un autre groupe de hackers. On ne sait pas d'ailleurs si cet autre groupe qui s'appelle Shadow Broker, c'est une force étatique, un État. Est-ce que c'est les Russes, les Coréens? On ne sait pas. En tout cas, ils ont été tellement bons qu'ils ont du coup dérobé les kits d'exploitation. Alors l'année dernière, ils en avaient déjà diffusé un qui permettait, on a appris du coup que la NSA, depuis des années, avait des outils qui permettaient d'accéder sur les réseaux des entreprises via les plus gros firewalls, donc Cisco, WatchGuard, Fortinet et autres. Ils avaient des kits d'exploitation et des vulnérabilités du coup 0D qui leur permettaient de rentrer sur les entreprises. Donc ça, quand ça a été diffusé, tout de suite, tous les éditeurs ont fixé, mais ça a été déjà un premier coup de semence. Et le deuxième, qui est d'autant plus qui a vraiment impacté tout le monde et pas seulement les entreprises, ils ont diffusé du code et dans ce code, il y avait 2 failles de sécurité, l'une qu'on a appelée Eternal Blue et l'autre qu'on a appelée Double Pulsar. Et ces 2 failles-là, en fait, utilisaient une vulnérabilité sur le service Samba, le service de partage de fichiers que vous utilisez certainement si vous utilisez Windows dans votre boîte. Et en fait, ça a été le terreau de WannaCry. S'il n'y avait pas eu cette faille, le ransomware WannaCry ne serait pas sorti, la nouvelle version de Petya quelques mois plus tard ne serait pas sortie, etc., etc. Donc il faut bien se dire que c'est totalement nouveau en fait. Et je vais faire une petite analyse rapide que j'ai pris à quelqu'un qui s'appelle Fabrice Epelpoint, avec qui j'ai eu la chance de faire une conf la semaine dernière, parce que je trouve son analyse, elle est très très bonne. Vous prenez Game of Thrones. En fait, vous prenez un État, chevalier blanc, qui a une arme de destruction massive, même numérique. Globalement, ces armes-là, si c'est vraiment utilisé massivement, vous l'avez vu, WannaCry, c'est quand même, pendant plusieurs semaines, Saint-Gobain à terre. Les chiffres que moi j'ai entendus, alors après ça n'a pas été annoncé par Saint-Gobain, mais j'aurais entendu 300 millions d'euros de pertes à cause de l'arrêt de production. Vous avez Sandouville, Renault, même chose, l'usine à terre. Renault et Saint-Gobain, c'est quand même pas des lapins de 3 semaines niveau cybersécurité. Ils ont quand même des gens qui sont extrêmement compétents, ils ont une très bonne équipe et ils ont du très bon matériel. Là, c'est juste que les armes qui étaient en face, elles étaient encore meilleures que les équipes qui étaient en face. Et globalement, donc, ces États chevaliers blancs qui utilisent, pour eux, simplement pour de l'espionnage industriel, parce que vous comprenez, on a des outils, autant les utiliser. Aujourd'hui, c'est passé de l'autre côté. Et là, il n'y a plus du tout aucune éthique. Là, si on a des armes, on va vous les mettre sur la tronche et c'est terminé. On va faire le plus de dégâts.
Voilà, je pense qu'avec ces deux petites images, on comprend un petit peu mieux ce qui se passe. Et c'est vraiment ça, en fait. Et c'est que le début. Et c'est vraiment que le début. Donc du coup, vu du champ de bataille, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on a vu le contexte. Ok, donc on a des 0D qui sortent. Ah oui, parce que je ne vous ai pas expliqué non plus, mais le code de Shadow Broker, il y a vraiment une prolifération, puisque la meilleure idée qu'ils ont eue, c'est de le mettre sur GitHub. Vu que personne n'y va, c'est très bien. Du coup, ça a été récupéré maintes et maintes fois, ça a été amélioré, etc. etc. Donc nous, je vais donner un exemple simple. Alors tout d'abord, je vais déjà parler des IP. Ce que vous voyez là, en fait, c'est une stat et une mise, on va dire une mise en forme de log d'une attaque d'un ransomware de cette année, d'un malware de cette année, par exemple. Pardon. Et en fait, on voit quoi? On voit que les IP qui sont utilisés via ces réseaux de botnet sont utilisés via 3 points principaux que sont la Chine, le Pakistan et l'Inde. Moi, j'ai fait personnellement, j'ai regardé pourquoi. Vous prenez les IP, vous les mettez dans votre navigateur, puis vous arrivez sur une interface d'un routeur. Vous tapez admin et vous rentrez. Et c'est comme ça, en fait, dans les télécoms, on appelle ça provisionner. Cette installation, ça a été provisionné en masse. Donc vous avez en fait des opérateurs télécoms dans ces pays qui ont un niveau de sécurité qui est zéro, qui est complètement zéro. Est-ce que c'est une erreur de configuration ou quoi? Aucune idée. Par contre, ça a été très simple en fait derrière pour les hackers de trouver à chaque fois de nouvelles IP. Et c'est le cas en fait. Chaque mois, chaque jour, vous avez de nouveaux équipements. Je pose une question. Qui ici a un site WordPress? Pas de dev là ici? Vous n'avez pas de site WordPress, non? Ouais. Qui ici s'est déjà fait pirater? Bon, à la mairie, vous n'êtes pas fait pirater jamais à Rouen, non? Non? Pas encore? Et en fait, notamment les sites WordPress, c'est un des terreaux les plus simples. C'est qu'on va vous trouver une faille et on va aller vous mettre un fichier dessus. Et alors la petite mode à l'époque, c'est que vous étiez sur un chan IRC et via une commande, ça appelait justement tous ces petits scripts répartis sur tous ces sites et ça disait, voilà, envoie du spam sur telle adresse. Mais du coup, lorsqu'on regarde un petit peu tous ces chiffres, on se rend compte que les équipements qui sont derrière sont le plus souvent des caméras ou de l'IoT, d'accord, du site internet ou des routeurs réseau mal sécurisés, d'accord. Donc dans la sécurité, il y a ce qu'on appelle l'IP réputation, qui est très important. On regarde toujours l'IP à partir de laquelle des emails sont envoyés. L'IP réputation, là, avec ça, avec tous ces sites qui se font pirater de plus en plus, etc., ça devient de moins en moins fiable, puisque la première fois que vous recevez des emails de ces nouvelles IP, l'IP est clean. Également, ça a été en début d'année. Alors ça, c'est un graphe qui est uniquement orienté sur un malware de type Loki. Et on voit qu'en début d'année, ça a été très très calme en fait, jusqu'au 20 mars. Et Microsoft, de son côté, a fait un bulletin de sécurité le 10 avril. Et bien au début, on a eu en fait une première vague qui était le nouveau Loki. Et puis juste après, on a eu Loki plus Jaf, qui était un ersatz de Loki, qui est également arrivé. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que c'est réel, c'est réellement réel. C'est qu'en quelques jours, vous pouvez avoir sur un type de malware, vous pouvez avoir entre 500 et 750 000 mails bloqués juste sur une menace. Et dites-vous que sur 400 millions de boîtes mail, 76 pays, rien qu'en France, on a une surface d'attaque, ce qu'on appelle surface d'attaque, puisqu'on les protège, de 60 millions de boîtes mail. Le volume, il est énorme. Il est vraiment énorme. Donc ça, c'est le trend de cette année. Ce sont nos chiffres de cette année. Et en plus, ce sont des chiffres partiels. Je vous explique pourquoi. Ça, c'est uniquement les malwares que nous avons bloqués cette année. Donc ce mois-ci, on est à 46 millions. D'accord ? 46 juste de malware. On ne parle pas d'autre chose. Pas de phishing, de machin, juste de malware. 46 millions. Sauf que c'est partiel puisque, en fait, l'outil de Vadesecure, le moteur de Vadesecure, a trois murs de protection. Le premier, il va regarder est-ce que l'IP réputation est bonne. Si je reçois quelque chose et je sais que cette IP elle est connue comme du spam, ça va dégager en spam. Est-ce que le domaine, pareil, est-ce qu'il est connu pour faire du spam ou pas? Si oui, ça dégage. Et troisième chose, est-ce que sur mon domaine, j'ai mis en fait
du SPF et du DKIM. Est-ce que j'ai mis, voilà, est-ce que au niveau de mon domaine, j'ai défini des IP à partir desquels envoyer, je certifie que si c'est ces IP, c'est bien moi qui envoie avec ce domaine. Si jamais ces IP-là ne sont pas justement sur ces certificats, je vais y arriver, merci, tout simplement, ça dégage. Donc globalement, ce mois-ci, sur 46 millions, on est peut-être au final à 70, 80, 90 millions, en sachant que sur le volume global, on traite 1 milliard de mails par mois. Ça commence à faire 1 milliard de mails. Si on prend une vue micro, ici, c'était voilà. Ici, c'était voilà, tous les soirs, le ransomware à la télé, blablabla, telle entreprise s'est fait cryptoloquer, qu'est-ce que c'est? Puis alors le Bitcoin, qu'est-ce que c'est que cette monnaie de hacker, machin truc, etc. Et ça, c'était au début. Hein. On est ici. Et le trend, il est comme ça. Donc ça va encore accélérer. Je ne sais pas où on sera l'année prochaine, mais à mon avis, on sera certainement plus haut que le tableau. Et ça, il faut se rendre compte de ça. Il faut se rendre compte que même si ça fait du bruit, ce n'est pas parce que ça fait du bruit que c'est ce qui est le plus envoyé, et si je puis dire, le plus dangereux. C'est qu'on reçoit énormément du coup, de menaces dans les mails, et on arrive à des volumes comme ça. Donc du coup, posez-vous la question, parce qu'en termes de sécurité, si ici vous avez des entreprises qui ont des services, alors sans dire le nom de la marque, qui vendent des choses sur Internet pour les commerçants et que vous envoyez des mails, il faut faire attention parce que le sortant, il est important aussi. Si jamais, pour X ou Y raison, dans votre entreprise, soit vous faites pirater votre site et ça envoie du mail avec votre domaine, ou soit pour X ou Y raison, des utilisateurs sur votre site envoient du lien de phishing ou envoient des mails, depuis, ils ont la possibilité de mettre des pièces jointes et envoient des mails, il faut que vous sécurisiez aussi le sortant. Sinon, vous allez avoir des impacts derrière, de réputation, etc. etc. Et du coup, quid du phishing? Parce qu'il n'y a pas que le malware en fait. Alors ça, c'est un nouveau un cas de phishing qu'on a vu qui avait la capacité en fait de bloquer Google Chrome, qui se faisait passer pour un ransomware. En fait, vous ouvriez donc le lien et vous arriviez sur une page comme ça où on vous dit voilà, votre ordinateur a été bloqué, il faut maintenant appeler tel numéro. Bien sûr, numéro surtaxé, etc. etc. Et dès lors que vous vouliez fermer, ça bloquait en fait, ça bloquait totalement Google Chrome et vous ne pouviez pas sortir. Alors pour les informaticiens que vous êtes ici, vous allez vous dire ok bullshit, je chope le processus de Google Chrome, je le kill et c'est réglé. Par contre, pour quelqu'un qui a aucune compétence informatique, va certainement appeler. Va certainement appeler. Je vous rappelle quand même que pour le ransomware gendarmerie, la gendarmerie a été floudée d'appels parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi la gendarmerie bloquait leur ordinateur. Non, mais c'est véridique. Donc, également, on a des templates qui sont de plus en plus réalistes. On reçoit des emails où c'est totalement calé sur le ton de communication de la marque qu'ils usurpent, les couleurs, les process. Ils ne vont pas vous envoyer des choses... notamment, je pense à Free à l'époque, c'était oui, on a perdu votre mot de passe, retapez votre mot de passe, enfin des trucs complètement idiots. Maintenant, c'est vraiment bien pensé. Et c'est vrai que quand vous les recevez, si ça a bien été fait, la première fois, pas certain que vous ne cliquiez pas sur le bouton. Hein. Donc cette année, comme je le disais, même chose au niveau du phishing, etc. C'était la facture qui était à l'honneur. Donc vous receviez également des emails où on vous demandait de vous connecter à des extranets ou autres pour récupérer des informations. Du coup, pour aller sur ces extranets, vous aviez un formulaire et vous tapiez vos informations de connexion, bien sûr. Et pour finir, on avait des landing pages. On a cette année vraiment des landing pages de plus en plus réalistes, en fait, et surtout sur des marques qui sont différentes. Avant, on avait PayPal, etc., etc. Là, ça a totalement changé. Maintenant, on a Alibaba, on a Netflix, on a Amazon, on a etc. Ça s'est vraiment recalé sur qu'est-ce que consomme réellement en fait l'internaute. Si vous avez le temps, là je vois certaines personnes qui ont des laptops, vous pouvez aller sur isitphishing.org si vous voulez réellement voir en temps réel ce qu'on bloque. Donc nous on va dire deux technologies principales, même s'il y a plein de sous-produits. On a d'une part en fait ce qui va être filtre, anti-spam, anti-malware, anti-ransomware, etc. Puis d'un côté ce qui va être phishing. Si vous allez sur isitphishing.org et que vous cliquiez ici, sur le petit
le petit play, vous allez voir en gros, alors vous ne verrez pas tout le volume parce que le volume est énorme, mais sur les 5 dernières minutes, on va vous mettre une partie, en fait, une partie justement de ce qui a été détecté comme du phishing. Et du coup, vous allez pouvoir aller voir les marques, UPS, Amazon, etc., Google, voilà. Vous verrez, du coup, c'est en live. Alors sur mobile, je ne sais pas comment, je n'ai jamais testé, mais je sais que sur ordinateur, ça marche, il n'y a pas de souci. Oui, et puis même chose, si vous voulez faire le test, tapez PayPal ici, tapez PayPal, vous faites OK. Et en fait, vous allez voir sur les 5 dernières minutes toutes les pages qui ont été trouvées avec la marque PayPal. Donc regardez, parce que du coup, on a différentes marques qui travaillent avec nous. On n'a pas toutes les marques, hein. Si vous tapez votre boîte, c'est sûr, on ne l'aura pas. Mais par exemple, on a, alors je crois qu'il y a la liste de marques quelque part par là. Je ne sais plus, Bank of America, vous allez trouver même chose, etc. Donc on a pas mal de marques comme ça. Donc à quoi faut-il s'attendre à moyen terme? Alors déjà, notamment alors, aux États-Unis, mais pas que, il va falloir s'attendre à du phishing et du spear phishing assez bien fait, très très bien fait, du fait que cette année, vous avez eu des fuites de données qui étaient vraiment importantes. Si je prends juste Equifax, aux États-Unis, pour pouvoir consommer, vous avez ce qu'on appelle un credit score. Pour avoir ce credit score, vous devez consommer. Si vous remboursez très rapidement, vous allez avoir un meilleur credit score. Si votre credit score est meilleur, vous allez pouvoir vous plus emprunter à de meilleurs taux, etc., etc. Donc en fait, il faut consommer et prendre des crédits pour avoir plus de capacité de paiement. Et en fait, Equifax, c'est juste la base de données avec toutes les informations complètes des Américains, nom, prénom, adresse, date de naissance, etc., sécu et autres, et surtout, ben voilà, toutes les informations financières, credit score et autres. Donc, il faut s'attendre là cette année en fait à des campagnes de phishing vraiment ultra bien qualifiées, puisqu'en fait, ils ont toutes les infos. Donc, ça va être très compliqué quand vous recevez le mail, quand vous voyez que les infos dans le mail sont vraies, sont vraiment vos infos. Ça va être compliqué de savoir que c'est une arnaque ou non, quoi. Alors, scénario de spear phishing, on l'a vu. Également, il faut s'attendre à ce qu'on ait des attaques beaucoup plus avancées dans leur construction. C'est terminé le fait d'envoyer simplement un mail. Vous aurez toujours des attaques comme ça, mais vraiment les attaques qui auront du poids et qui vont aller au bout. Si je prends par exemple Petya, même si Petya, pour le coup, n'avait pas utilisé le vecteur de l'email, mais c'est un très bon exemple. Petya, déjà, vous avez 2 vecteurs d'infection. Le premier, ils ont piraté en fait l'équivalent de l'AFP en Ukraine. Ils ont mis un malware sur le site et grâce à ça, en fait, ils ont pu regarder comment les Ukrainiens consommaient l'Internet. Et petit à petit, ils se sont rendus compte qu'ils utilisaient à peu près tous, au niveau des entreprises, ils utilisaient un logiciel de comptabilité qui s'appelle Emedoc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont piraté Emedoc, ils ont mis un malware dans une fausse version et ils ont forcé l'update chez tous les clients. Même Emedoc ne l'a pas vu. Patatras, lendemain, mise à jour. Du coup, le malware est rentré tout seul sur les machines, détonation, et hop, toutes les machines étaient chiffrées. Également, donc là on voit déjà, WannaCry c'était une faille, le protocole Samba, Petya c'est déjà deux failles qui sont utilisées. Également, Petya avait la capacité de détecter les antivirus. Si les antivirus étaient là ou pas, etc. Est-ce que moi, en tant que malware, je suis dans une sandbox, on m'a mis dans une VM et voilà, on essaie de me piéger. Il était assez bien fait pour le détecter. Ce qui est nouveau aussi, c'est que WannaCry, le vecteur d'infection, le vecteur de propagation, c'était le même. Est-ce qu'il y a du Samba? 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 Je scanne toute la Terre. Si je trouve du Samba, je rentre. Bah là, c'est différent. Donc, l'infection, je fais une technique, ce qu'on appelle donc du trou d'eau. Je fais venir en fait les gens sur le site, je leur mets un malware. Et à côté, ok, je vois comment ils consomment l'Internet, je vois qu'ils sont sur tel logiciel, donc je sais que si je pirate tel logiciel, je vais rentrer chez eux. Deuxième chose, ok, je suis rentré chez eux, qu'est-ce qui se passe maintenant? Propagation, comment on fait? On reprend la bonne vieille faille SMB, puisque bien sûr tout le monde ne l'avait pas encore fixé. J'ai la capacité de faire de l'escalade de privilèges, à savoir que je vais voler les droits administrateurs et je vais utiliser, et le pire, c'est que je vais utiliser via des outils qui sont totalement légitimes pour de l'administration Windows, je vais utiliser des outils comme PSExec ou WMIC pour pouvoir aller voir ce qu'il y a sur le réseau. Ensuite, je vais énumérer, je vais scanner, je vais chercher notamment les ports 139 et 445 pour voir s'il y a d'autres machines et éventuellement pouvoir les infecter aussi. Et pour finir,
Et ben je crypte pour le coup. Je crypte en AES et terminé. Bon, j'affichais un truc pour me faire passer pour un message pour me faire passer pour un ransomware, sauf qu'en fait c'était une attaque clairement contre l'Ukraine et même les personnes qui ont payé n'ont jamais eu de clé, il n'y avait rien du tout. Donc ça, il faut bien comprendre qu'on va arriver vraiment vers des menaces qui sont multitenantes et beaucoup plus complexes que ce qu'on a pu avoir jusqu'aujourd'hui. Également, si vous êtes sur Office 365 ou G Suite, vous allez être une des menaces si déjà vous n'avez pas déjà été attaqué. Tout simplement parce que Office 365 et G Suite maintenant ont une couche d'authentification centralisée. Si vous avez votre compte Office 365, vous pouvez vous connecter avec votre Xbox sur laquelle vous avez une carte bleue. Si vous avez votre compte G Suite, vous pouvez vous connecter sur Airbnb ou votre compte Uber sur lequel vous avez vos numéros de carte bleue. Et du moment en fait où on arrive à usurper, alors bien sûr, même si le protocole c'est de l'hôte, machin et compagnie, ok, super, sauf que le 3 mai 2017, cette année, hein, c'est pas il y a 10 ans, le 3 mai, il y a 1 million d'utilisateurs qui ont reçu le mail et il y en a une bonne partie qui se sont fait avoir. Usurpation des comptes du coup de l'authentification centralisée de G Suite et après vous avez accès d'une part à tous les documents puisque G Suite est un outil collaboratif, donc si vous l'utilisez sur votre boîte, dans votre entreprise, vous allez avoir accès à tous les documents, mais surtout toutes les applications tierces. Du coup, quid de l'RGPD ? Je vais poser une petite question. Qui ici, c'est exactement... Non, on va faire plutôt l'inverse. Qui ici n'a aucune idée de ce qu'est la RGPD ? Ok. Qui ici a aucune idée comment l'appliquer ? Il va être balèze, l'Erwan, parce qu'habituellement, ça se lève plus que ça. Donc, qu'est-ce que c'est que la RGPD ? La RGPD ou GDPR, c'est la nouvelle réglementation européenne obligatoire pour la protection des données personnelles. Donc, le but, c'est que les providers qui hostent vos données, qui ont vos données, ne puissent plus faire n'importe quoi avec. Et surtout, vous ayez un droit de regard sur ces données. Donc, la GDPR, donc ça a été approuvé par le Parlement européen. C'est une directive qui a été approuvée le 14 avril 2016 et qui sera mise en application le 25 mai 2018. Et en gros, la carotte du GDPR, c'est que si vous n'êtes pas compliant avec le GDPR, vous pouvez encourir jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global mondial de votre boîte et 20 millions d'euros. Sauf que le petit aspect de la GDPR qui est bien à prendre en compte, c'est que vu que c'est européen, la CNIL italienne peut vous attaquer, la CNIL allemande peut vous attaquer, la CNIL française peut attaquer quelqu'un en Italie, etc. Et que, regardez juste sur LinkedIn, ce qu'on appelle les class actions aux États-Unis, justement, tous les avocats qui se préparent et qui attaquent pour rien, c'est la même chose en France. Lisez sur LinkedIn, vous allez voir, les avocats, ils sont au taquet. C'est waouh, ça va être, on va faire du chiffre, et ça va être très compliqué. Sauf qu'aujourd'hui, les entreprises ne sont pas prêtes à ça. Alors, on va le voir pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de droits-obligations. Droit à l'effacement, donc les données personnelles peuvent être supprimées, le traitement de la diffusion stoppée, droit d'opposition, le consentement doit être clairement exprimé, il doit être possible de le retirer aussi facilement qu'il a été donné, le droit de la portabilité des données, le droit à l'accès, le droit à la rectification, le droit à la limitation du traitement. Quand vous avez beaucoup d'utilisateurs, que vous êtes une start-up, vous êtes 5, je peux vous dire que si vous avez 1 million d'utilisateurs, ça, il va falloir mettre des process en place et pouvoir l'automatiser. Parce que chaque personne peut vous envoyer un mail et peut vous amener devant une cour de justice si jamais vous ne le faites pas. Les obligations, informer en cas d'incident. Vous avez 72 heures pour annoncer une faille. Donc faille, ça veut dire SQL, mais également spear phishing. C'est pas uniquement, voilà, la faille ne signifie pas uniquement faille de sécurité de votre produit. C'est une faille de données personnelles par n'importe quel moyen, qui soit rentré via de la discussion avec un de vos salariés ou autre. Il faut déléguer des données personnelles, donc en fait mettre quelqu'un en charge des données, un DPO. Le privacy by design and by default, c'est en gros quand vous faites un nouveau produit, le truc de base déjà c'est de chiffrer votre base de données, de ne pas mettre les mots de passe en clair. Je sais que ça va faire rire, mais il y a pas mal de boîtes qui le font encore. Et de penser justement tout ça, comment est stocké mes données, quels sont mes droits, etc., etc. Ça va vraiment être le plus gros, je pense. Et à la fin, tenir un registre des traitements, ça veut dire que si vous faites du marketing, vous devez être capable, si quelqu'un vous donne votre carte de visite ou vous donne sa carte de visite ou fait de l'opt-in sur un site ou quoi que ce soit, même si vous passez par un prestataire,
vous devez avoir les logs qui définissent que la personne qui vous a donné ces données a donné son consentement. Si vous n'avez pas ça, à partir du mois de mai, vous ne pourrez plus traiter la donnée, ou du moins vous êtes du moins en faute, clairement. Donc du coup, la RGPD, la cybersécurité, il faut protéger les données, donc du coup de la protection contre des 0D, puisque si vous avez une 0D, déjà, vous ne le savez pas. Et surtout, la protection, c'est pas uniquement que la boîte mail, c'est également le firewall, votre système de stockage de données, etc., etc. Alors après, il va y avoir ce qu'on appelle le filtre heuristique des emails. Comment vous traitez vos emails, comment vous consultez vos emails au niveau de votre filtre. La protection est de l'entrant et du sortant, parce que vous pouvez recevoir des menaces, mais vous pouvez vous faire pirater également et envoyer des menaces. La mise en quarantaine avec accès sécurisé. Vous avez reçu une pièce jointe avec un malware, vous le mettez dans un coin pour que éventuellement votre salarié ne va pas tout de suite cliquer dessus, mais va devoir aller dans un, voilà, c'est le terme, quarantaine, parce que c'est suspicieux, etc. Une politique de filtrage global par utilisateur et par utilisateur, de la granularité, etc. Ce qui va vraiment être important, c'est de tracer les données. Il faut que vous ayez des journaux de filtrage d'email, il faut que vous ayez des journaux d'événements, il faut que vous ayez des statistiques précises sur des longues durées. En fait, ce qu'on vous demande, c'est un pseudo Adopi, de toute façon, mais sur votre entreprise. De l'analyse de liens dans les emails, y compris au moment, donc se prémunir contre la fuite des données, ce que j'expliquais. Dès lors que vous avez, nous par exemple avec Easy Phishing, dès lors que vous utilisez notre solution, c'est directement filtré. Et en fait, du moment où vous avez l'email qui arrive, on regarde directement le lien, on va sur le lien, on regarde la page, on regarde ce qu'il y a dans la page, etc., etc. Protection spécifique contre les usurpations d'identité et de vol, ce que j'expliquais, spoofing. Est-ce qu'on utilise votre adresse à votre insu ou à l'insu de votre entreprise? Et gérer les identités des utilisateurs. Authentification pour chaque quarantaine et la règle de filtrage par utilisateur. Ça va être plus qu'important à mettre en place. Et que vous utilisiez Office 365 ou G Suite, par défaut, vous n'êtes pas armé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des menaces qui passent par Office 365 et G Suite, de toute façon. Et c'est pas pour rien que Microsoft, de base, propose, en plus d'Office 365 standard, une brique de sécurité en plus. Du coup, comment on lutte efficacement contre toutes ces menaces qui sont de plus en plus efficientes? Alors, les méthodes classiques de protection de l'époque, d'il y a encore quelques années, de la réputation IP, ça ne marche plus non plus à 100%. Comme je l'ai expliqué avec l'IoT, c'est plus très compliqué de choper de nouvelles IP qui sont clean. Le fingerprinting avec les malwares polymorphes, c'est la même chose. Et le sandboxing, on l'a vu qu'avec Petya, en fait, les malwares sont tellement bien faits que maintenant, ils ont la capacité de regarder s'ils sont eux-mêmes dans une sandbox. Du coup, il ne faut plus être réactif, il faut être prédictif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus attendre de recevoir et d'analyser. Il faut d'abord analyser, on va dire, avec une hauteur de vue, via de l'intelligence artificielle. Mais surtout, l'intelligence artificielle va amener du coup le volume de calcul, la puissance de calcul. Surtout du machine learning. Ok, j'ai reçu telle menace en Italie, tiens, j'ai reçu telle menace en Hongrie. Ok, ça a l'air similaire. Donc le filtre, en fait, va apprendre tout seul. Ça paraît un peu science-fiction, mais c'est réel pour le coup. C'est vraiment, les sociétés de sécurité vont vers ça, parce que c'est la seule possibilité pour vraiment avoir quelque chose d'efficient de bout en bout. Le filtre heuristique, des modèles prédictifs, comme j'expliquais avant. Alors, ce qu'on va appeler contre-mesure, c'est je vais scanner une page de phishing, je vois que j'ai du code en base 64 dedans, donc je vais déchiffrer le code pour regarder justement si c'est pas quelque chose. Ça, c'est ce qu'on retrouve très souvent sur WordPress, souvent du code base 64 qui est mis dans les pages, etc. Du check d'IP réputation en temps réel, de l'exploration de page et également de l'exploration de nom de domaine. Si vous prenez la FNIC, vous allez aller sur la FNIC. Si vous voyez, alors la FNIC fait très très bien son boulot, donc je ne suis pas certain que ça passerait, mais c'est un exemple. Vous allez avoir un domaine qui va s'appeler www.paypal.com. Vous êtes sûr que vous recevez l'email www.paypal.com, il y a de fortes chances que ce soit du phishing. Voilà, quand vous l'avez dans votre navigateur, votre œil ne va peut-être pas spécialement voir que c'est www.paypal.com ou www.paypal.com. Donc ça, c'est ce genre de choses. Faites un test sur le registre de l'AFNIC, regardez avec TripAdvisor, vous allez voir, il y en avait une pelletée assez importante. Et du coup, les éléments, donc ça, c'était plutôt les technologies d'analyse. Et là, on va revenir sur les éléments qui sont analysés. Alors déjà, deux choses. Dans l'email, quand vous mettez non, c'est pas du spam,
En fait, vous appelez ce qu'on appelle une feedback loop. Donc ça remonte au niveau des équipes du filtre, parce qu'un filtre, c'est pas magique. C'est pas service filtre start. Derrière, vous avez des humains. Et nous, chez VAD Secure, vous avez des humains, ce qu'on appelle follow the sun, donc 24 heures sur 24. On a des équipes à Hong Kong, au Japon, en France, au Canada et aux États-Unis. Donc à chaque fois, il y a toujours quelqu'un derrière. Et en fait, quand vous faites ça, c'est que vous remontez, vous dites non, en fait, monsieur le filtre, tu t'es trompé. Et donc ça sera réanalysé derrière. Même chose, on a des centaines de VM totalement trouées sur Internet, qui soit se font pirater via en fait du relais SMTP. Les hackers pensent se dire ouais, c'est super, j'envoie du spam, c'est pas mon IP, en fait ils ont laissé ouvert leur relais. Non, c'est juste notre relais, en fait tout ce que tu envoies, mec, on analyse. Du coup, ça, c'est ce qu'on appelle les pots de miel, hein, les honeypots. Ensuite, les éléments qu'on va analyser, donc l'IP, les pièces jointes, les images, les numéros de téléphone, les URL, etc., etc. Pour finir, simplement pour expliquer qu'un outil de sécurité, notamment de l'email ou du phishing, ça doit être au milieu d'un écosystème et que c'est pas magique. Nous, on a la puissance que l'entreprise maintenant a plus de 10 ans. On a la capacité en fait d'être au milieu d'un écosystème, c'est-à-dire qu'on a des clients pour le coup B2C que sont les fournisseurs d'accès Internet qui nous envoient du flux. Donc on va voir ce que Madame Michu va nous dire dans un contexte personnel. Comme ça, on va voir ce qui passe. Mais à côté de ça, on va avoir la même chose du côté professionnel, puisque les menaces et les arnaques qui vont passer dans le B2B ne seront pas les mêmes dans le B2C. Donc, ce qui fait qu'on a un pool d'ISP, pour en citer quelques-uns, donc en France, SFR, Free, Orange, La Poste, etc. On a BBSec au Japon, on a Telenet en Belgique, Home.pl, on a Fastweb en Italie, et Fred qui est là, tu as la liste. Voilà, si Valérie lève la main, Fred. Voilà, si vous voulez la liste, n'hésitez pas à aller voir Fred. Je ne les connais pas tous, mais il y en a beaucoup. Et British Telecom en Angleterre, voilà, il y en a beaucoup. À côté de ça, on a des partenaires comme PayPal, eBay, OVH notamment, qui est un client en plus, qui nous envoie du flux également. Et en fait, nous, on retraite tout ça. Et on le retraite en fait et on le redistribue de 3 façons. Premièrement, toutes les minutes, en fait, tous nos produits sont mis à jour. Les filtres sont mis à jour parce que vous avez beau avoir un filtre, s'il n'est jamais mis à jour, il ne marchera pas. Vous allez arrêter une partie, mais en fait, tout ce qui est nouveau va passer. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, s'il y a des sysadmins et qui font encore leurs règles spam assassin, ça va marcher un temps, mais sur du malware polymorphe, ça va passer. Donc du coup, on met à jour notre solution cloud, les gateways chez nos clients et les SDK chez les fournisseurs d'accès Internet. Également, ce qu'on appelle Brand Alert, c'est par exemple PayPal et Apple qui l'utilisent, c'est si on a détecté des pages de phishing avec la marque Apple, ils sont automatiquement en fait contactés. Et la même chose au niveau du host alert, c'est je suis One&One, DigitalOcean, DreamHost ou OVH. J'ai donné mes ranges d'IP de serveur, tous les ranges d'IP que j'ai pris au RIPE. Si jamais EasyPhishing trouve en fait une page de phishing sur une de mes IP, je suis alerté. Donc n'hésitez pas, si vous avez une entreprise, vous avez vos ranges d'IP, etc., etc., n'hésitez pas à utiliser notamment EasyPhishing. Je vous remercie pour cette attention, parce que du coup c'est la fin de journée, je me doute que vous en avez plein les pattes, donc c'est sympa d'être resté. Est-ce que vous avez des questions? On peut prendre 3-4 minutes. Pas de questions particulières? Ouais. La dernière que nous on a fait en interne. Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, j'ai jamais posé cette question. Alors, très clairement, sans nous mettre des auréoles, si quelqu'un chez nous arrive à ficher quelqu'un chez nous, on te paie le champagne, je pense. Mais parce que clairement, on mange, on dort, phishing, malware, ransomware, non-stop, H24 toute l'année, 365 jours par an.
Ça n'a pas été fait. Si tu fais référence à ce qui a été fait à l'ANSSI, nous, chez nous, ça n'a pas été fait parce qu'on passe plutôt notre temps à aller aider et former nos partenaires plutôt qu'à nous ficher nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Comme un cordonnier, à mon avis, il ne va pas passer son temps à se faire des pompes. Mais, oui, tout à fait. Non, non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais pour le coup, c'est plutôt contraire. On met plutôt nos forces en place pour. Ouais. Du double opt-in? C'est quoi ça, double? Oui, d'accord. Peut-être, moi, je peux te parler de la sécurité au niveau de l'email, mais après, dans la base de données, on n'hoste pas nos clients, en fait, hein. Nous, on regarde simplement les mails qui passent, c'est pas nos données, hein. Ça répond à ta question? Bon, je suis pas le tech, hein, donc pas de souci. Vous avez d'autres questions? Ouais. Bah, en fait, si tu as, alors, du coup, au niveau des 0D, c'est une bonne question. Bah, déjà, il y a deux choses. Il faut que dans l'entreprise où tu es, vous ayez des solutions de sécurité qui puissent gérer l'intégralité de la surface d'attaque. Parce que l'email tout seul ne répondra pas à tout, hein. WannaCry n'a pas utilisé l'email, c'est rentré dans les entreprises. Donc déjà, c'est avoir des outils pour toi d'audit, voire éventuellement sur ton infrastructure. Alors je crois qu'il y a eu F-Secure Radar, hein, qui a fait une démo, mais justement voir au niveau de ton infrastructure dans quel état elle est de l'extérieur, comment elle apparaît, est-ce que tu as des choses à fermer ou pas. Après, très clairement, notamment pour les malwares et les ransomware, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont pris le parti de se dire ok, on va peut-être se faire cryptoloquer, il faut qu'on ait un système de backup qui soit prêt pour justement remonter les machines. Parce que la sécurisation à 100% n'existe pas, très clairement. Donc, mais le fait de se dire que, ok, je prends la possibilité de me faire pirater quelques machines de mon entreprise, mais de toute façon, j'ai des backups et des systèmes de remise en haute des machines, fait que de toute façon, tu as pris d'une certaine façon cette potentialité, quoi. Bah oui, c'est de la prédictivité, c'est de se dire voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver, de quelle façon, comment est mon infrastructure, par où ça peut rentrer. Et c'est pas moi, nous on a une vision mail qui est importante, hein, parce qu'encore une fois c'est 91%, etc. Mais il n'y a pas que ça. Au niveau, une personne qui aura une vision firewall pourrait dire la même chose sur de l'infrastructure et autres. C'est beaucoup plus large la cybersécurité du coup. C'est pas un simple produit. Bah ouais, en fait, utiliser. Donc en fait, alors nous par exemple, soit tu. Alors c'est quoi? C'est pour envoyer tes mails ou pour. Ouais, pour l'entrant et le sortant. Bah, deux possibilités. Soit installer le SDK directement sur tes machines. C'est ce que font tous les fournisseurs d'accès Internet en fait. Donc il est directement chez toi. Pour le coup, le script c'est du C++, je crois de mémoire. Enfin, c'est même pas un script d'ailleurs. C'est du C++, le paquet. Soit rediriger tes MX. Donc du coup, ça va repartir. Voilà, tu vas avoir une couche entre tes serveurs et l'internet. Tu vas avoir une couche. Soit sinon sur des choses type Office 365, mais globalement, enfin, les serveurs n'utilisent pas Office 365. Maintenant, il y a des outils qui se pluguent directement via des API sur ce genre de trucs, quoi. Tout simplement. Pas d'autres questions? Ouais, Slack, il y a pas mal. Alors nous, on fait pas Slack pour le coup, mais ouais, il y a même des acteurs en fait américains, un qui s'appelle Greathorn, Greathorn, qui est spécialisé là-dedans. Oui, oui, Slack a été notamment ces derniers mois a vraiment été targeté sur justement du malware. Slack et Discord. Donc oui, c'est du coup ils ont bien compris que maintenant les entreprises, la part du mail est toujours présente, hein, importante. On va plus, à mon avis, dans le futur, ne plus parler de mail, mais parler de messaging, que ce soit WhatsApp, HipChat, Slack et compagnie. Mais ouais, ouais. Et Greathorn, il y a quelques boîtes comme ça aux États-Unis qui sont vraiment axées que sur ça. Ils font pas de mail, ils font pas autre chose, ils font que ça. Et ouais, c'est une part importante parce que du coup, on reçoit un message de quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre dans la boîte. Et ouais, et notamment avoir un Slack fermé et sécurisé, c'est quelque chose d'important. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Non, eh bien, merci Sébastien.